Merci de suivre l'antenne. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro spécial de questions d'actualité consacré à la visite du président de la transition, colonel Assimi Goïta à Sikasso, troisième région du Mali. Et nous recevons des ministres sur ce plateau pour faire le point de ce déplacement de haute portée pour le développement régional. Un 22 juin 2024 historique pour les populations de Sikasso et environnants qui a marqué les esprits et donné confiance. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, s'est donc rendu à Sikasso pour concrétiser les promesses tenues il y a quelques mois. 4 actions majeures donc pour revitaliser 4 secteurs. Nous allons les décortiquer tout à l'heure avec nos invités. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansai. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Sera Machili. Le ministre de la Jeunesse et des Sports chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame Machili. Bienvenue sur ce plateau. L'adjoint au commissaire à la sécurité alimentaire, Moussa Goïta. Bonsoir, monsieur Goïta. Bonsoir, madame. Et le directeur général des routes, Cheikh Oumar Diallo. Bonsoir, monsieur Diallo. Bonsoir, madame. Bienvenue sur ce plateau et merci d'avoir répondu à notre invitation. Les Sikassois donc ont accueilli en grande pompe le président de la transition, colonel Assimi Goïta, dans un stade Babemba Traoré plein à craquer. Je me tourne vers le ministre Fomba puisqu'on parle du stade Babemba Traoré, du sport donc. Ministre des Sports, un stade entièrement rénové avec des commodités répondant aux normes internationales. Les Sikassois ont bien apprécié, monsieur le ministre. Comment vous avez vécu ces moments à Sikasso? Magnifique. C'était des moments magnifiques, des moments où nous avons vu un président qui avait pris des engagements et qui est venu devant sa population pour matérialiser cela. Nous avons vu une grande, exceptionnelle mobilisation de la population sikassoise, témoigner tout l'amour qu'ils ont pour leur leader. Et un troisième point qui aujourd'hui sont des messages forts que nous avons entendus du président de la transition, des messages forts et très ambitieux. Alors, vous étiez un ministre des Sports fier alors? Très heureux quand vous avez des infrastructures de ce niveau, d'un niveau international, qui nous donnent des opportunités aujourd'hui au niveau de notre pays pour se projeter. Oui, on ne peut être que joyeux. On ne peut être que joyeux. Un très beau stade tout de même. Hein? Alors, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, vous êtes allé concrétiser une promesse. On n'a pas encore vu l'université de Sikasso, mais déjà la première pierre est posée. Dites-nous, Sikasso vous a donné quelle image avec cette grande mobilisation? Merci beaucoup, madame. J'ai été très impressionné par la grande mobilisation de la population de Sikasso et des environs. Et j'ai vu aussi une jeunesse qui a exprimé beaucoup d'espoir de se retrouver donc dans une possibilité de continuer les études sur place à Sikasso dès que l'université sera opérationnalisée et dès que les infrastructures seront disponibles. Nous avons vu aussi que c'était une réponse à la demande de la population du Mali, mais de manière spécifique à la demande de la population de Sikasso et une réponse aussi aux recommandations des ANR et puis les différents forats que nous avons eus où véritablement on demandait à ce qu'une université régionale soit ouverte à Sikasso. C'est vrai que Sikasso a demandé cette université, ça fait 2 décennies quand même. Hein. Donc vous avez vu des visages rayonnants d'espoir? Oui, j'ai été très content d'entrer en contact avec les uns et les autres qui étaient très ravis de l'arrivée donc, du président de la transition avec ce grand projet pour le Mali, pour Sikasso. Et ils étaient très heureux que nous puissions mettre en œuvre, n'est-ce pas, donc, cette promesse faite par les autorités depuis fort longtemps. D'accord. Alors, M. Goïta, vous avez amené à manger, hein, tout part de là. Quelle lecture vous en faites? Bon, Sikasso, pour moi, ça a été une réussite. Sikasso, c'est un peuple laborieux. Sikasso, pour moi, ça a été un accueil
à la hauteur légendaire. C'est historique. Sikasso, c'est là où on parle de notre grenier agricole. Je pense que c'est un peuple qui a compris cela et qui s'est dit que les autorités actuelles sont en train de se battre pour notre souveraineté alimentaire. Pourquoi ne pas montrer à nos autorités que nous sommes ensemble? Donc ça a été pour moi une fierté de voir mes cousins sortir à hauteur de souhait. D'accord. Alors, le développement, ça passe par les routes. Monsieur Diallo, je ne vous l'apprends pas. Que retenez-vous de Sikasso avec tout ce que vous avez fait comme réalisation d'infrastructures routières? Merci, madame. Et je remercie d'abord le président de la transition et madame le ministre des Transports et des Infrastructures pour avoir lancé l'inauguration de ces infrastructures, comme vous l'avez dit, qui sont des infrastructures économiques. L'accueil, il a été chaleureux et la jeunesse et les femmes sont sorties massivement pour offrir un accueil très chaleureux au président et à tous les ministres qui ont fait le déplacement sur Sikasso. Donc c'était une liesse populaire que tous ceux qui ont participé à l'événement ont retenu. D'accord. Vous vous êtes dit que vous devez encore faire plus avec la mobilisation? Oui, ça c'est évident. Il y a les attentes qui sont très grandes et il y a des projets futurs qui attendent et que les Maliens souhaiteraient que ce qui a été fait à Sikasso soit fait un peu partout dans toutes les régions. D'accord. Rentrons donc dans le vif du sujet. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a donc posé 4 grands actes à Sikasso. Nous allons commencer par l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. Le président Goïta qui a donc posé la première pierre de l'université de Sikasso qui doit accueillir, tenez-vous bien, 20 000 étudiants. Un projet d'envergure destiné à désengorger l'université de Bamako confrontée à un problème d'effectifs pléthoriques. Alors, monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, professeur Kansai, comment se présente la future université de Sikasso? L'enseignement supérieur malien actuellement compte 4 universités thématiques ici à Bamako, une université régionale à Ségou et 11 institutions, donc grandes écoles et instituts publics. Il y a à peu près 170 universités privées. Donc l'université de Sikasso est la 2e université régionale à être opérationnalisée après l'université de Ségou. L'université de Sikasso va être une université complète. Qu'est-ce que c'est qu'une université complète? C'est une université qui propose un éventail assez important de formations. Donc elle comprend une quinzaine de structures de formation et de recherche. Nous allons y trouver une faculté des sciences agronomiques et vétérinaires, parce que nous n'avons pas une école de vétérinaires. Donc ça va être une première, c'est très important pour le Mali. Nous aurons aussi une faculté des sciences de la santé. Nous avons une faculté de médecine et de pharmacie ici à Bamako, c'est la seule publique. Et donc à Sikasso, nous en aurons la 2e. Il y a aussi une faculté des sciences économiques et de gestion qui va décongestionner la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Et il y a une kyrielle aussi d'instituts universitaires donc, qui entre dans la composition des structures de formation et de recherche de l'Université de Sikasso, qui va disposer aussi de sa bibliothèque universitaire centrale et un centre de téléenseignement. D'accord. Parmi les instituts, il y a l'Institut des Arts qui a attiré mon attention. Ça voudrait dire que vous voulez décongestionner l'INA de Bamako aussi? Mieux que l'INA, ça va être une complémentarité du conservatoire Bala Faseke et Kouyaté de Bamako, parce qu'il s'agit ici de former au niveau supérieur. Okay. Donc l'INA forme au niveau secondaire et ceux qui finissent l'INA auront la possibilité véritablement, soit par concours, soit par dossier, d'accéder aussi à cet institut des arts. C'est un institut qui sera sur concours? Généralement, les instituts, en tout cas pour ceux que nous avons ici dans les universités, sont sélectifs. C'est-à-dire on n'oriente pas les gens directement là-bas. Donc il y a un appel à candidature qui est très souvent fait. Et sur la base de ça, soit ils sont choisis
par étude de leur dossier, soit on les soumet à un test ou un concours qui permet de sélectionner les futurs étudiants. D'accord. Alors, les investissements sont estimés à plus de 133 milliards de francs CFA et environ 693 enseignants seront chargés d'encadrer les étudiants. Comment vous allez faire pour pouvoir avoir autant d'enseignants, vu qu'il y a crise d'enseignants même ici à Bamako? Alors, l'opérationnalisation d'une université est un travail progressif, il faut le dire. Déjà, il faut souligner que l'Institut universitaire pour le développement rural est ouvert. Cet institut-là va commencer ses premiers cours ce lundi-là. Donc, j'ai été face aux étudiants qui ont été déjà sélectionnés et qui sont inscrits, qui ont fait la préinscription sur Campus Mali et qui ont fait leur inscription physique. Donc, c'est une université opérationnelle à travers cet institut-là. Comme je viens de le dire, le recrutement des enseignants s'est fait de manière progressive. Et il y aura un apport des enseignants qui sont ici à Bamako, à Ségou, mais aussi dans les formations professionnalisantes, les licences professionnelles généralement, et les DEUT. Il y a une grosse part d'experts qui ne sont pas des enseignants qui doivent intervenir dans les enseignements. Donc il y a cette capacité de doser les enseignements donc, théoriques qui vont être faits par les enseignants-chercheurs, mais aussi des séminaires très pratiques qui vont être soutenus par les experts. Donc de ce fait, nous avons l'espoir de pouvoir progressivement aller, n'est-ce pas, vers donc, un effectif d'encadrement qui permettrait d'avoir une pleine opérationnalisation de l'université de Sikasso. J'ai lu dans un document que les maîtrisards seront formés et préparés à ceux qui prennent la relève pour qu'il n'y ait pas pénurie d'enseignants. C'est vérifié? Alors, nous ne sommes plus dans les systèmes classiques, c'est-à-dire le Mali tout entier est dans les LMD. Donc, nous avons la licence, les masters et les doctorats. Très généralement, ceux qui sont habilités à faire des cours à l'université donc, ont un minimum les masters, ce qui permet à ceux qui sont détenteurs de s'inscrire en thèse. Ceux qui seront formés sont à quel niveau alors? Ceux qui sont formés peuvent être des détenteurs de licence qui vont donc être formés au master, et ceux qui sont détenteurs de master vont être formés au doctorat. Donc nous avons un programme de formation des formateurs donc ici à Bamako qui permet à ceux qui sont déjà recrutés, qui sont détenteurs de master de se former. Dans les différents instituts et grandes écoles aussi, il y a donc d'une année à l'autre des possibilités de former ceux qui sont déjà donc, à l'université qui sont recrutés. Mais aussi nous encadrons, nous avons des masters qui sont dans toutes les institutions aujourd'hui, donc qui sortent voilà, chaque année des titulaires de master qui peuvent, quand un concours est lancé, voilà, donc participer à ce concours et participer donc à l'encadrement des étudiants. D'accord. Monsieur le ministre des Sports, le stade Babemba Traoré, entièrement rénové, je l'ai dit, est équipé de matériel répondant aux normes internationales pour répondre aux exigences de la CAF et de la FIFA. Parlez-nous de la réalisation de ce stade, comment ça s'est passé et comment le stade se présente actuellement. Merci beaucoup. Je pense que nous l'appelons stade rénové, mais ce stade a été complètement transformé. Pour ceux qui ont les anciennes images, et aujourd'hui c'est vraiment complètement différent. Ce stade rénové comporte beaucoup de nouveaux édifices qui sont aux normes internationales. Il est important à ce titre que nous mentionnons cela parce que tout simplement les normes internationales CAF et FIFA nous permettent d'appeler des matchs internationaux ici au Mali, donc qui peuvent se jouer et à Sikasso également. L'avantage de ça, c'est que ce stade-là qui a des nouveaux vestiaires, nous avons 4 nouveaux vestiaires. L'utilité d'avoir 4 nouveaux vestiaires, c'est que nous pouvons avoir 2 types de matchs différents en même temps, parce qu'il y a des terrains qui sont également en annexe, qui sont là. Et le fait d'avoir ces 4 vestiaires, je pense que c'est une grande utilité. Nous avons une infirmerie, ça fait partie des normes FIFA et de la CAF également. Il y a également des salles de réunion équipées. Nous avons plus de 80 caméras qui sont là pour la vidéosurveillance, 80 caméras qui sont là pour la vidéosurveillance pour permettre à ce stade de garder toute sa sécurité qu'il faut. Et bien, même si également l'accès au niveau du stade
il y a des bornes qui permettent de scanner directement son ticket pour accéder, parce qu'aujourd'hui, dans ces normes-là, nous avons un stade ultra moderne qui permet de nous projeter, parce qu'aujourd'hui, dans le cadre du département, nous sommes dans une procédure de digitalisation de nos stades. Donc, il faut avoir ces équipements qui permettent d'aller dans cette digitalisation des stades. Et nous avons des cabines de presse. Et ça, c'est important, en plus de la salle de presse. Et je pense que c'était une réclamation et de nos amis la presse, et également de la FIFA. Et aujourd'hui, je pense que cette cabine et puis la salle de presse sont vraiment de très haute qualité. Également, au niveau des gradins, nous avons installé des sièges pour la presse, pour pouvoir suivre directement les matchs sans être forcément dans la cabine. Ça permet à la presse nationale et même internationale d'être de l'autre côté et de suivre les matchs avec le public. Et nous avons aussi deux types de salons. Il y a le salon VIP et le salon VVIP qui intègre une cuisine moderne interne. Ça, c'est vraiment pour les très hautes personnalités qui veulent aller au niveau du stade. On peut dire que ce sont toutes les commodités. Toutes les commodités. Ce stade, c'est vraiment un stade ultra moderne en réalité, en plus des annexes qu'il y a. Parce que nous avons des annexes, des terrains annexes qui, au-delà du terrain de football que nous avons à l'intérieur, ont aussi d'autres terrains à l'extérieur, de football, de basketball, de tennis, de handball. Donc vraiment, ça permet à ce que la jeunesse puisse s'épanouir pleinement sur cet endroit-là, mais aussi à permettre à nos équipes de niveau international de pouvoir performer davantage leurs compétences pour être beaucoup plus compétitifs. Mais aussi au niveau régional, au niveau de Sikasso, de relever le niveau de compétitivité, parce que nous avons un environnement qui permet à tous ces athlètes, tous ces joueurs, vraiment d'être dans un environnement de très grande qualité. Tout à fait. C'est ce que j'allais poser comme question. Vous avez voulu répondre aux normes de la FIFA et de la CAF avec ce stade aujourd'hui. Ça voudrait dire que les matchs internationaux peuvent être délocalisés dans nos régions? Oui, et c'est un grand avantage. Vous savez, lorsque nous n'avons pas de stade à ce niveau-là et qui soit homologué par la CAF et la FIFA, le problème, c'est que nous sommes obligés nous-mêmes, en tant que joueurs, équipe malienne, d'aller jouer à l'extérieur dans un autre pays. Ça coûte cher. Il faut payer le billet d'avion, il faut payer l'hôtel. Donc il y a, et puis, ainsi que les perdièmes et tout ça. Mais aujourd'hui, ce sont d'autres pays qui viennent chez nous. Comme dans le cas de nos frères burkinabés. L'équipe burkinabé est venue jouer ici à domicile au Mali. Et Sikasso, ça va être la même chose. C'est-à-dire que nous pourrons accueillir non seulement des matchs internationaux, mais d'autres équipes dans d'autres pays qui n'ont pas l'homologation. Parce que pour avoir un stade de ce standing, il faut vraiment mettre le paquet. Aujourd'hui, nous avons ce stade-là qui vont non seulement accueillir ces matchs internationaux, permettre à d'autres de venir jouer ici, mais encore mieux. Encore mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Mali, dans quelques stades que nous allons inaugurer très bientôt, pourrait se projeter pour appeler une compétition internationale. Pourquoi pas une CAN au Mali? Donc aujourd'hui, nous sommes dans cette dynamique-là. Et je pense que tout se passe bien. Et quelles sont les disciplines qui peuvent être pratiquées sur le stade Babemba Traoré New Look? New Look. New Look, c'est bien ça. C'est exactement ça. Alors, nous avons le football, qui est ce sport roi qui est passionnant et passionné. Nous avons le basketball, nous avons le handball, il y a une cour de tennis. Nous avons une piscine semi-olympique, également à l'intérieur du stade. Nous avons un espace pour le maracana. Bon, c'est du football, mais un style de foot un peu différent. Donc oui, nous avons différents espaces qui permettent à toutes ces disciplines-là de pouvoir... En plus, au goût du peuple, quoi. Nous avons un tartan très moderne qui permet de faire l'athlétisme, une course de vitesse et beaucoup d'autres choses. Donc je pense que voilà, il y a suffisamment de disciplines pour s'épanouir. En plus de la salle de musculation, qui est également là. Et voilà. Beaucoup d'innovation. Alors, pour arriver au stade, il faut emprunter les routes. Je vais me tourner vers M. Diallo. Alors, le développement passe par les routes, on ne cessera jamais de le dire. Avec la libre circulation des personnes et des biens, le président de la transition a donc inauguré un échangeur
Un viaduc de 10 km de voirie urbaine dans la ville de Sikasso. Je n'ai pris que ces deux exemples-là. Dites-nous, qu'est-ce que le président a fait comme inauguration en parlant d'infrastructures routières? Merci, madame. Donc, le 22 juin, le président a inauguré la traversée de la ville, qui s'est fait en 2 fois 2 voies. Le président a aussi inauguré l'échangeur, qui est situé à l'entrée de la ville de Sikasso. Pour ceux qui connaissent la ville, c'est au croisement de la route qui rentre à Bamako, qui traverse à Sikasso pour aller vers la frontière ivoirienne. Et une bifurcation va vers le Burkina. C'est au croisement de la route aussi qui quitte Koutchala pour venir à Sikasso. Et la troisième infrastructure, c'était le viaduc que le président a inauguré, qui est un pont à passage supérieur et 10 km de voirie dans la ville de Sikasso. D'accord. Donc, en plus de ces infrastructures qui concernaient Sikasso, il y a eu l'inauguration aussi de la bretelle Katele-Kadiolo-Zegwa. D'accord. Et l'inauguration de 4 km de voirie dans la ville de Kadiolo. Alors, le coût des réalisations est estimé à plus de 70 milliards de francs CFA sur financement du budget national et de la BOAD. Ces réalisations entrent dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la politique nationale des transports. Alors, je reste avec vous. Quel est l'objectif de ce plan d'action? À travers le plan d'action, le gouvernement s'est fixé de développer les infrastructures routières, de les entretenir et de faire des études pour le développement futur. Donc le plan, il est décliné en plusieurs actions. Donc là, c'est la principale action que vous avez citée ici. Dans le plan, il y a des actions de formation, il y a des actions de sensibilisation à la sécurité routière, il y a des actions de sensibilisation à l'environnement. Tout ça, là, c'est compris dans le plan. D'accord. Donc, principalement, au cours de l'inauguration de ces infrastructures, on a surtout insisté sur la sécurité routière et la mobilité urbaine. Parce que la mobilité, c'est ce qui permet aux populations de se déplacer facilement et de vaquer à leurs occupations, et ce qui a une incidence sur le facteur de développement économique. Les activités économiques, tout à fait. L'impact est grand. Alors, on va passer à la sécurité alimentaire. Monsieur Goïta, la sécurité alimentaire soutient le tout. Ventre affamé n'a point d'oreille, on le dit. Le Mali a un plan national de réponse exécuté par le commissariat à la sécurité alimentaire. Les populations sont soutenues par l'État à travers ce plan de réponse. On va rappeler que le plan national de réponse est un document de référence pour le pilotage annuel de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Alors, monsieur Goïta, que vise le plan national de réponse et comment il est mis en œuvre? D'abord, pour élaborer le plan national de réponse, il faut d'abord une évaluation de la campagne agro-pastorale. Donc, au sortir de la campagne, il y a un exercice qui est mené par le système d'alerte précoce qu'on appelle le cadre Al-Mounzi, qui fait sortir le nombre de personnes en insécurité alimentaire. Dès qu'on a ce nombre de personnes en insécurité alimentaire, le plan national de réponse est bâti sur la base de ces résultats. En ce moment, c'est des activités qui sont consignées dans ce plan pour apporter des réponses, pour pouvoir apaiser la souffrance de ces personnes qui sont en insécurité alimentaire. Donc, ce sont des enquêtes qui sont menées au préalable avant l'intervention en tant que telle. Exactement. C'est des enquêtes nationales de sécurité alimentaire qui sont menées par d'abord le système d'alerte précoce et croisées avec les enquêtes agricoles de conjoncture, l'EAC, qui sont menées aussi par le ministère de l'Agriculture. Donc quand on fait le croisement de ces deux enquêtes, forcément on obtient un nombre de personnes en insécurité alimentaire. Et Sikasso était dans le besoin? Sikasso était dans le besoin, puisque vous savez, notre agriculture aujourd'hui est tributaire des aléas climatiques. Et nous savons aujourd'hui que la sécheresse tape partout. Donc, quoi qu'on fasse, bon an, mal an, on a quelques personnes qui sont en insécurité alimentaire. Mais il faut comprendre que la sévérité de l'insécurité alimentaire varie d'une zone à une autre.
C'est pourquoi vous allez voir le nombre de personnes en insécurité alimentaire serait plus élevé au nord, vers le Sahel occidental que vers le sud. D'accord. Donc quoi qu'on fasse, on trouvera des personnes, minimum soit-il, en insécurité alimentaire. D'accord. Donc c'est pourquoi des personnes ont été identifiées à Sikasso qui sont en insécurité alimentaire. Donc il faille apporter des réponses à Et ces personnes. le plan de réponse, il est annuel? Vous intervenez annuellement? Le plan de réponse, il est annuel. Je crois que vous-même, vous venez de le dire, que le plan de réponse, c'est la référence pour le pilotage annuel de la sécurité alimentaire. Tout à fait, c'est Voilà. toujours bon de vérifier. D'accord. D'accord. Alors, 471 000 tonnes de vivres gratuitement offerts par le président de la transition à 28 260 personnes. Comment les populations bénéficiaires sont sélectionnées, M. Goïta? Bien, c'est une question très importante. Il y a un ciblage qui est fait, un ciblage nominatif. Quand le système d'alerte précoce fait sortir le nombre de personnes avec les zones affectées, il ne peut pas dire dans cet exercice, c'est Issa ou Mamadou qui sont affectés par l'insécurité alimentaire. C'est un ciblage qui est fait au niveau régional. On met une commission régionale qui doit être présidée par le gouverneur ou qui délègue son pouvoir à un de ses conseillers. Au niveau local aussi, il y a une commission locale qui est mise sur place, présidée par le préfet. Au niveau communal aussi, il y a un comité communal qui est mis en place, qui est présidé aussi par le sous-préfet. Et au niveau village, il y a un comité de ciblage qui est mis en place, qui est aussi piloté par le chef de village et de ses conseillers. Donc, il y a des critères d'éligibilité pour pouvoir choisir la personne. Mais ce que le commissariat à la sécurité fait, il prend un prestataire qui va aider toutes ces instances que je viens de citer, du niveau régional jusqu'au niveau village, pour les aider à choisir les personnes qui sont en insécurité alimentaire. Ce n'est pas facile et c'est là où il y a souvent des problèmes, puisque chacun pense qu'il a droit à manger et à boire. Et chacun pense qu'il est aussi en insécurité alimentaire. Donc c'est le ciblage qui est un exercice très difficile qui pose souvent problème. D'accord. Alors, je vous propose à présent un micro-trottoir. Nous sommes allés recueillir les avis des Bamakois sur ces réalisations à Sikasso. Les Bamakois se disent rassurés. Ils voient en ces actes le Mali-Koura qui est donc mis en marche, qui se réalise. C'est un vox pop qui a été réalisé par Mohamed Nama Keïta. L'université de Sikasso, c'est l'une des plus grandes universités du Mali, compte tenu du nombre de facultés qui seront contenues dans cette université. Selon le discours du président de la transition, vous avez constaté, ça va englober toutes les spécialités, contrairement aux universités de Bamako thématiques. Cette fois-ci, c'est une université qui va englober beaucoup de facultés et surtout les facultés qui sont en rapport avec le développement local. Une des spécificités aussi, c'est que l'université est construite à Gongasso, à une trentaine de kilomètres de Sikasso, pour avoir plus d'espace, parce que les usines de transformation, d'apprentissage, de la manufacture des produits agricoles seront inscrits dans les programmes d'enseignement. Il y aura aussi la recherche biologique, biotechnique, biosphère et aussi la recherche dans le cadre agricole et les nouvelles technologies de l'information et de la communication et tout ce qui est maintenant des questions de numérique, donc y compris aussi la littérature, le droit et les sciences exactes. Donc l'université englobe beaucoup de domaines. Donc on peut dire que c'est une université futuriste et bien réfléchie sur les 50 années à venir. Je pense que les ressortissants de toutes les régions vont y trouver leur compte, y compris les étudiants venant des pays limitrophes. Je ne peux que saluer ce passage du président qu'on ne peut qualifier que d'un grand événement. Événement dans ce sens qu'il va rénover l'usine Farakoté de Sikasso. Quand on sait que cette usine-là employait beaucoup de personnes à Sikasso, ça ne peut être qu'un grand merci pour le président. Et quand on voit aussi les actes qu'il a posés par rapport à la route qui va relier Sikasso à la frontière ivoirienne, nous savons que c'est une zone de gros agriculteurs.
et qui ont du mal à acheminer leurs produits vers Sikasso et même vers Bamako. Ça va être un ouf de soulagement pour ces agriculteurs et tous les usagers de cette voie. Rien n'a marqué les Sikassois que ce passage de Assimi à Sikasso. Et les gens m'appellent tous les jours, on en parle tous les jours, et ils disent que c'est la première fois qu'eux, ils soient proches d'un président qui est venu les écouter. Et qu'ils saluent tout ce que les autres présidents ont fait, mais ce que Assimi a fait, c'est extraordinaire pour les Sikasso. Cette visite reste historique dans la mesure où il a posé des actes concrets, mais au cours de laquelle il a annoncé en grande pompe la numérisation de l'administration. Vous savez, on est dans un pays où on est un peu à la traîne en matière de numérique, mais si une telle décision vient d'un chef d'État, ça c'est encourageant et réconfortant dans un pays où toutes les grandes puissances aujourd'hui sont en train de bâtir leur puissance sur le numérique, en modernisant l'administration, surtout en rendant l'administration numérique. À mon avis, non seulement ça va réduire l'interaction humaine autour de l'argent, ça va lutter considérablement contre la fraude et la corruption. Et également, en modernisant l'administration aussi, ça peut diligenter le traitement des dossiers. Et ça va réduire également la lourdeur administrative au Mali. Ça sent très bien qu'on est toujours dans l'analogie. Je pense que cette décision du président de la République est à saluer, une telle décision. Nous, les responsables des fêtières, on ne fait que l'accompagner et également lui féliciter. Au cours de sa visite à Sikasso, le président également a procédé à faire un plan de riposte à l'insécurité alimentaire, mais aussi contre la malnutrition. Je pense qu'une telle décision est salutaire. Et la lutte contre l'insécurité alimentaire, c'est une réalité. Une décision du président de la République de lutter contre l'insécurité alimentaire et la lutte contre la malnutrition avec un plan de riposte. Nous, en tant que responsables, on doit l'accompagner. Le sport ne peut pas se développer sans infrastructure. Je pense que les autorités de la transition l'ont bien compris. Avant de parler du développement du sport, il faut d'abord construire des infrastructures. Et c'est dans ce cadre que le président a décidé de rénover tous les stades existants. Ce sont des stades qui ont été construits en 2002, dans le cadre de la CAN 2002. Et il fallait les rénover parce que il y a eu beaucoup de dégradation. Le stade Babemba était devenu un peu difficile. La pelouse, il y avait pratiquement plus de pelouse. Et les gens avaient du mal à jouer là-bas. Sikasso n'a pas en tout cas jusque-là d'équipe en première division. Toutes les équipes de Sikasso qui étaient en première division sont descendues en division inférieure. Donc le fait de rénover le stade déjà va donner l'envie de pratiquer le football, va donner l'envie aux Sikassois de revenir en première division. Donc forcément ça va galvaniser tous les acteurs du football au niveau de Sikasso. C'est très important, non seulement pour le football local, mais c'est aussi important même pour le football international. Comme vous le voyez dans les pays développés, généralement, quand l'équipe nationale joue, on ne joue pas sur un seul stade. Or, pour le moment, à chaque fois que l'équipe nationale joue, c'est à Bamako ici. Donc il faut qu'un jour, qu'on transporte les matchs de l'équipe nationale à l'intérieur. Et cela ne peut se faire que dans des stades aux normes internationales. Donc c'est très important de réaliser des stades dans les régions. Ces réalisations, tous ces grands chantiers sont faits dans le cadre du Mali. Voilà, des citoyens qui ont bien apprécié, Monsieur le ministre des Sports, ça finit par les sports. Hein. C'est des appréciations qui appellent à faire plus. À faire beaucoup plus. Ce qui est fait est déjà énorme, mais il y a encore beaucoup à faire. Ouais. D'autres surprises sont en vue parce qu'il y aura d'autres stades à inaugurer dans peu de temps. À la suite des engagements du président pris au niveau de CAI. Donc, d'autres nouvelles sont en cours. D'accord. Alors, une impression par rapport à ce micro-trottoir, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur. Les attentes des populations sont grandes tout de même. Vous serez à hauteur des défis? Oui, nous sommes très engagés pour faire en sorte que l'enseignement supérieur, en tout cas, soit déconcentré et que toutes les régions du Mali puissent en disposer, puissent avoir une université ou un institut pour permettre à tous les jeunes qui remplissent les conditions d'accéder à l'enseignement supérieur et de soutenir par là les développements locaux, mais aussi les développements de notre pays. Voilà, parce qu'un pays qui se développe, c'est un pays qui soutient la science, qui fait la recherche et qui innove.
C'est à travers véritablement cet ensemble-là que le développement est relancé et que ce que nous appelons chez les autres les miracles se produit. D'accord. Alors, M. Diallo, vos impressions sur ce micro-trottoir, quelle lecture vous en faites? Donc, quand on écoute ce micro-trottoir, ça nous incite à faire plus, à mesurer l'attente que les populations ont de la réalisation des infrastructures pour leur permettre de vaquer à leurs occupations, comme je l'ai toujours dit, pour permettre leur développement économique. Et vous ne cessez de le répéter, le développement passe par le développement de la route. Et donc, nous sommes conscients et nous serons toujours là pour répondre aux attentes de la population. D'accord. Monsieur Goïta, cet appel, ça vous fait quoi? Ça nous interpelle et ça nous dit quand même d'innover ce que nous sommes en train de faire. Je pense que c'est ce que notre ministre commissaire, sous son leadership éclairé cette année, a fait des innovations, puisque notre activité phare dans le plan de réponse, c'était uniquement de donner aux gens à manger, c'est-à-dire apporter les vivres. Mais on s'est dit qu'il faut aller au-delà de ça. Sous son leadership, il a mis en place ce qu'on appelle les facilités alimentaires. Il s'agit d'apporter des kits alimentaires et de les céder à 50% de leur valeur marchande aux 6 communes de Bamako et dans certains milieux centres urbains du Mali. Également, on a demandé à l'État de subventionner le riz. Au moment où le riz, la tonne était à 500 000, on a amené le riz à 375 000 francs la tonne pour pouvoir stabiliser les prix des riz sur le marché. Alors, je pense qu'on va rester dans cette dynamique pour apporter des réponses plus appropriées aux populations. Voilà. Ça rassure. Alors, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, l'Université de Sikasso propose plusieurs facultés, vous l'avez dit, une grande école, des instituts de formation, et vous allez mettre l'accent sur la recherche scientifique. Pourquoi ce choix? Alors, nous avons une université très tournée vers la professionnalisation pour que les apprenants qui vont sortir de cette université puissent créer soit de l'emploi par eux-mêmes ou puissent être employés très rapidement. Vous savez bien que très souvent on reproche à l'université de former des gens qui n'ont pas la possibilité d'être employés. Et pour qu'il y ait la possibilité d'encourager l'employabilité déjà pendant les études, il faut qu'il y ait des laboratoires, il faut qu'il y ait de la recherche et il faut qu'il y ait la possibilité pour les étudiants de faire la pratique déjà en étant donc à l'université. C'est pour ça qu'il y a des infrastructures très importantes qui sont prévues dans le cadre de l'université de Sikasso qui doivent répondre à toutes ces demandes-là. Donc c'est une université qui va soutenir le développement local de la région de Sikasso, mais aussi qui va être aussi à la disposition du développement du Mali tout entier. Voilà, tout en permettant de développer un peu les instituts qui forment du point de vue technique et professionnel, et aussi en permettant à ceux qui veulent aller beaucoup plus loin d'être dans des études avancées, des masters, voire même du doctorat. D'accord, je suppose que c'est dans la logique de permettre à ces jeunes qui se forment d'avoir un emploi. Est-ce que vous avez songé à adapter les filières de formation à l'offre d'emploi sur le marché? Effectivement, c'est l'un des soucis. Le premier institut qui a été opérationnalisé, c'est l'Institut universitaire pour le développement rural. Et la première filière qui est ouverte, c'est la filière des technologies alimentaires. On sait bien que Sikasso est une grande zone de production agricole et une zone dans laquelle où la plupart des productions ne sont pas transformées. Donc, en formant les étudiants aux technologies alimentaires, déjà, nous répondons donc à ces soucis-là, qui est celui d'adapter la formation au marché de l'emploi. Donc, ce travail-là est pris en compte et toutes les filières qui vont être mises en place vont tenir compte de cet impératif, n'est-ce pas, donc de répondre aux besoins du marché de l'emploi et que tous ceux qui sortent de l'université soient capables, n'est-ce pas, soit de se créer eux-mêmes, n'est-ce pas, de l'entreprise et de contribuer au développement de l'économie, soit d'être employés par d'autres personnes. Alors, comment se feront les orientations? On n'en est pas encore là. Alors, nous avons au Mali ce qu'on appelle la préinscription pour les néo-bacheliers qui s'est fait à travers une plateforme numérique qu'on appelle Campus Mali.
Donc après le baccalauréat, tous les nouveaux bacheliers sont invités à s'inscrire sur cette plateforme-là. Donc cette plateforme propose des choix. C'est-à-dire chacun peut choisir l'université où il veut aller, l'institut où il veut aller, la filière à laquelle il veut être formé. Donc on a la possibilité de faire 3 choix et selon donc les priorités données, donc vous êtes accepté. Et on vous envoie, puisque vous avez votre numéro de téléphone qui est enregistré, on vous envoie un SMS pour vous dire que vous avez été retenu de telle ou telle filière. Et quand vous acceptez les filières, alors vous avez la possibilité de vous rendre à l'université que vous avez choisie et de procéder à votre inscription physique. C'est comme ça que ça se passe. Et les premiers étudiants que nous avons sélectionnés à Sikasso ont fait ce processus-là et ils ont fait leur inscription via la plateforme et ensuite ils ont procédé à leur inscription physique. D'accord. Monsieur le ministre des Sports, c'est bien beau tout ce qu'on a vu, mais nos stades souffrent de manque d'entretien. Est-ce que les dispositions sont prises pour le cas spécifique de Sikasso? Oui, c'est une des priorités que nous avons aujourd'hui. Il est important de voir qu'avec tous ces investissements faits, il est important de garder le stade à l'état actuel le plus longtemps possible pour garder un environnement qui soit propice pour le sport et pour la jeunesse de façon globale. Donc dans ce cadre-là, au niveau du département, nous avons initié une action de rentabilisation des stades eux-mêmes pour prendre en charge leurs propres entretiens qui ne soient pas forcément liés seulement à l'État. Donc bien entendu, l'État est en train d'accompagner pour le moment certains éléments. Nous avons besoin également dans ce cadre-là, et ça c'est un processus qui est en cours, c'est de s'assurer que l'entretien qui se fasse par des acteurs qui soient des professionnels. Il ne s'agit pas de le donner aux cousins du coin, mais vraiment de le donner à des acteurs qui sont en mesure de rendre le stade dans les normes. Parce qu'en fait, nous avons la visite de la FIFA et de la CAF régulièrement. Donc régulièrement, ces acteurs vont venir par rapport à nos stades homologués pour s'assurer est-ce que l'homologation peut toujours continuer ou pas. Et si le stade est dans un entretien, dans un état pitoyable, entre guillemets, je crois que ça ne serait pas très bon pour l'homologation. Donc oui, ce processus d'entretien est en cours et il y a également, comme j'ai dit, la professionnalisation, le secteur professionnel qu'on veut mettre pour tous nos stades CAN, exclusivement pour tous nos stades CAN. Au-delà de cela, nous tenons également à ce qu'il y ait à l'interne un code de bonne conduite que nous sommes en train d'élaborer au niveau de ces stades-là. Ce code de bonne conduite, c'est que oui, l'entretien doit être fait, mais les acteurs qui habitent également là-bas doivent s'assurer de ne pas être trop salissants. Il ne faut pas, en tant qu'acteur, que ce soit les athlètes ou même l'administration, s'assurer à avoir un cadre qui soit adéquat et ça s'investir aussi dans le cadre de la propreté des lieux. Et ça dépend aussi de l'humain qui y vit. Donc, il y a un code qu'il faut mettre en place par rapport à cela, afin qu'il soit dans un cadre harmonieux de bonne vie par rapport à l'entretien des stades. D'accord, ça nous rassure. Alors, M. Diallo, nos routes aussi ne durent jamais, nos goudrons, je veux dire. Qu'est-ce qui explique ce fait? À qui la faute? Est-ce qu'à ce niveau aussi, pour Sikasso ou pour d'autres routes qui seront réalisées, il y a des dispositions qui sont prises? Merci pour la question. Mais il faut peut-être un peu relativiser quand on dit nos routes ne durent jamais. Nos goudrons. Nos goudrons, oui, nos goudrons. Mais bon, parce qu'il y a des normes en la matière, il faut peut-être les connaître avant de poser un jugement de qualité. Nous, quand on fait nos études, il y a une planification qui est faite. Quand vous prenez l'ensemble des routes au Mali, rares sont les routes qui parviennent à suivre cette planification. Ça veut dire que la faute est aux citoyens ou quoi? Non. Je m'explique. Par exemple, quand vous faites la conception de nos routes, qui doit durer 15 ans, et que vous prévoyez, comme la route de vie, il y a des pathologies, elle peut tomber malade. Au bout de 7 ans, il est prévu qu'on revienne pour renforcer ce qu'on a fait depuis la construction. Mais au Mali, vu les contraintes financières, cet entretien-là pratiquement ne vient jamais. Donc la route se dégrade et on est obligé d'être dans un cycle toujours de construction, reconstruction. On ne fait pas l'entretien intermédiaire qui permettrait
de donner une durée de vie supplémentaire à la route. Mais vous avez constaté, quand même, on fait des efforts aujourd'hui à Bamako. Peut-être il y a des années où on s'est limité à boucher des nids de poules, mais aujourd'hui, partez dans certains quartiers, vous verrez que notre technique d'entretien a beaucoup évolué. Les populations aujourd'hui commencent à être satisfaites de ce qui se fait. Mais c'est petit à petit. Donc on demande l'accompagnement de tout le monde. Mais il faut savoir aussi que la dégradation des routes vient souvent aussi du comportement humain. Quand vous bouchez les exutoires, c'est-à-dire là où l'eau doit passer, et que l'eau est obligée de se retourner sur la chaussée, cela va de soi que sa durée de vie sera limitée. Nos caniveaux, c'est devenu des dépotoirs en période d'hivernage pour les femmes qui viennent déposer des ordures. Donc, le citoyen a sa part de responsabilité. Bien sûr. Les commerçants, quand vous faites une bonne route, c'est des dalles de devanture qui sont mises sur nos caniveaux, qui sont aménagées comme des kiosques, qui obstruent carrément le passage de l'eau quand il y a une pluie. Il y a des gens qui, quand ils sont en panne, ils creusent sur la chaussée, ils mettent les criques. Donc, il y a ce comportement-là qu'il faut quand même... C'est des comportements à revoir. D'accord. Sinon, les routes sont conçues de la même manière qu'un peu partout ailleurs. On a fait les mêmes écoles d'ingénieurs. Mais sous d'autres cieux, les gens observent une certaine discipline. D'accord. La température ne joue pas? La température, bon, dans la conception, c'est pris en compte. C'est pris en compte. Oui, oui. D'accord. On utilise, par exemple, s'il fait trop chaud, des types de bitumes adaptés à notre pays. Ok. C'est ça. D'accord. Monsieur Goïta, le président de la transition à Sikasso a insisté sur un fait. Il dit qu'il faut que les vivres arrivent aux vrais destinataires. C'est qu'il y a une faille à ce niveau à corriger. Qu'est-ce qui ne va pas à ce niveau que le président veut corriger? S'il faut un ciblage, alors qu'il y a un quota qui est attribué à chaque commune, souvent ça pose problème. Puisque l'alimentation, souvent c'est le social chez nous. Mais nous rassurons ici que nous avons pris des dispositions dans ce sens, puisqu'il y a des comités de plainte qui sont mis en place dans toutes les communes et qui peuvent alerter à tout moment dès qu'ils vont voir des comportements qui ne sied pas aux normes des distributions alimentaires gratuites. En dehors de ça, nous avons eu des entretiens avec tous les gouverneurs pour les mettre au centre de cette distribution. Pour dire que vous avez la responsabilité des céréales qui arrivent. D'abord, on fait une décision d'octroi des céréales pour chaque région et la décision est signée par le ministre commissaire qui a envoyé via le ministère de l'administration pour le gouverneur et qui sait que dans ces communes, quelles sont les quantités de céréales qui doivent aller dans chaque commune et que l'OPAM a la charge d'envoyer les céréales à travers le camion. Dès que le camion arrive d'abord, il y a un PV de réception qui est fait et qui est remonté depuis la base au gouverneur qui va nous envoyer. Donc on est sûr en ce moment que les céréales sont arrivées. Maintenant, la distribution, comme je l'ai dit tantôt, c'est des comités de ciblage villageois qui sont mis en place. Si ça doit être fait dans le village. Et le chef de village est au centre de cette distribution. Maintenant, qu'est-ce qui pose le problème? C'est que souvent, on nous dit qu'avant que les céréales de l'État n'arrivent, on s'entraide ici. Maintenant que vous amenez les céréales, vous essayez maintenant d'exclure d'autres. Et les jours où ces céréales ne seront pas là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc il y a cette interrogation qui se pose souvent, et ce qui fait qu'il y a une interprétation dans les distributions alimentaires gratuites. Mais il y a des dispositions qui sont prises. Il y a des dispositions qui sont prises parce que des comités de plainte seront mis en place dans chaque village, dans chaque commune, dans chaque cercle et dans chaque région pour suivre les distributions alimentaires gratuites. Pour que ça arrive aux vrais destinataires. D'accord. On va parler maintenant des projets futurs. Beaucoup d'annonces ont été faites par le président de la transition depuis CAI. On se rappelle concernant surtout la création d'écoles, les universités, la construction et la rénovation des stades au niveau des régions. Monsieur le ministre des Sports, quels sont les projets sportifs futurs? À l'heure actuelle, vous savez que le président avait déjà pris des engagements à CAI. Dans le cadre de ces engagements, je pense que les autres rénovations sont en cours au niveau de CAI.
au niveau de Koulikoro, au niveau de Ségou, de Mopti, et le stade à construire au niveau de Tombouctou. Donc ça, ce sont des processus qui sont en cours. Nous avons également de façon intermédiaire des mises à niveau pour certains de nos espaces, comme le stade Ouinzin, qui est quand même un stade qui est au centre-ville, qui est important, qui était beaucoup utilisé, qui est connu également. Nous avons le stade Omnisport Modibo Keïta également, qui est en fin de rénovation. Donc aujourd'hui, oui, dans les cadres de ces perspectives, il y a des espaces sportifs qui sont aujourd'hui toujours dans le cadre de la rénovation. Bien entendu, il y a d'autres nouvelles qui vont certainement venir, mais dans des voies beaucoup plus appropriées. Voilà, qui viendront certainement. On va attendre. Voilà, je pense que c'est mieux. Alors, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, des universités aussi sont prévues dans d'autres régions. Qu'en est-il? Merci beaucoup. Effectivement, l'université de Sikasso a été créée en même temps que l'université de Gao et de Tombouctou. Donc, leur opérationnalisation est en cours. Il y a des responsables des activités d'opérationnalisation qui sont nommés, qui sont en train de faire donc les travaux nécessaires pour amener toutes les universités à une opérationnalisation effective. Pour ce qui concerne Gao, nous sommes en train de définir les sites de l'université. C'est en bonne voie, avec le soutien du ministre en charge des domaines. À Tombouctou, nous avons déjà une institution qui va être une des composantes de l'université de Tombouctou, qui est l'Institut des hautes études et de recherche islamique Ahmed Baba, qui fonctionne déjà. Donc on peut dire que c'est une université qui est déjà opérationnelle. Voilà, donc il doit être renforcé donc, avec la nouvelle dynamique que nous avons. Le président avait annoncé à Caille la création de l'université de Caille et de l'université de Bandiagara. Donc les missions universitaires ont été mises en place. Parce que les missions universitaires, c'est une sorte d'étude qu'il faut faire pendant un long moment pour dégager toutes les caractéristiques nécessaires afin d'aller vers la création effective de l'université. Donc ce travail pour Caille et Bandiagara, donc pour Bandiagara ça a été bouclé, les rapports ont été déposés pour Caille. Donc le travail à Bamako ici a été fait et la mission a fait un voyage à Caille, a écouté tous les acteurs et les rapports sont en train d'être rédigés et dans les jours à venir, donc va être déposé. Donc dès que ces des rapports sont déposés, donc ces deux universités aussi vont être créées. En plus de ça, il faut noter la construction du centre d'intelligence artificielle du Mali, les CIAR, donc à Kati, Sirakoro. Donc les travaux ont commencé, on peut même dire que ça avance vraiment à un très grand rythme. Et donc c'est une des composantes, n'est-ce pas, du pôle scientifique et technologique promis par le président de la transition. D'accord. Monsieur Diallo, à quoi peut-on s'attendre comme changement au niveau du département des transports et des infrastructures? En matière de projets futurs, il y a la route de Ila Massigi, Koualé, Kébila, qui est déjà attribuée et les entreprises sont en train de s'installer. Mais déjà en juin passé, le président avait lancé les travaux de la route Banankoro-Dioro. Il avait aussi lancé à Caille le tronçon Sandare-Caille. Et il n'y a pas longtemps, il a lancé les travaux très importants de Bamako-Koulouba-Kati. Et la montée vers Koulouba par Samé, qui passe devant le GMS qui est devenu GSR, pour aller rejoindre la route au niveau du camp Sundiata. Et nous allons aussi réhabiliter le tronçon, la bretelle qui va au point G, qui est une route très importante. Et incessamment, je ne trahis pas un secret, le président va lancer la route Bamako-Koulikoro, la RN 27, à partir du rond-point Grand Hôtel, pour aller jusqu'à la sortie de Bamako vers Titibougou. D'accord. Donc il sera en plusieurs sections qui vont donner un visage très joli à la ville de Bamako. On l'espère bien. On l'espère bien. Alors, Monsieur Goïta, quelle est la suite du plan national de réponse pour la sécurité alimentaire? Ok.
au-delà des distributions alimentaires gratuites, il y aura aussi le renforcement des moyens d'existence pour rendre résilients non seulement les agro-pasteurs, en les octroyant par exemple les éleveurs de l'aliment bétail et de l'aliment volaille. Aussi un appui aux jardins maraîchers. Il est prévu aussi dans le Sahel occidental, la région de Nioro et de Caille, l'aménagement de 2800 hectares de terres dégradées pour pouvoir d'abord fixer les jeunes et créer de l'emploi pour eux. Donc c'est une initiative présidentielle que nous allons mettre en œuvre à travers un projet dénommé Brigade Verte. Voici ce qui est attendu de la suite. D'accord. On va faire un dernier tour de table et puis on va boucler ce débat. Je commence par Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, professeur Kansai. Quel est ce message du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique au monde enseignant aujourd'hui? Alors, les messages que je lance, c'est d'être mobilisé pour renforcer notre sous-secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique parce qu'il représente un pilier important du développement de l'économie du Mali. Donc, en développant l'enseignement supérieur, en diversifiant les possibilités d'accès à l'enseignement supérieur, nous facilitons, n'est-ce pas, la possibilité de création de richesses dans notre pays. Donc, très bientôt, l'Institut universitaire pour le développement rural de Sikasso va être construit. Les travaux vont commencer dans quelques jours. Donc, nous allons continuer tous les efforts nécessaires dans d'autres endroits de notre pays pour permettre au maximum des jeunes Maliens d'accéder à l'enseignement supérieur de qualité et de continuer le travail de rénovation de notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique. D'accord. M. Diallo, l'appel du département des transports et des infrastructures. Donc, l'appel que nous lançons, c'est un cri de cœur. C'est-à-dire nous avons la volonté de travailler, mais le contexte sécuritaire fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de nos projets qui sont arrêtés. Donc, nous souhaitons le retour de la sécurité sur l'ensemble de notre territoire. Et je profite ici pour, au nom de Madame le ministre, remercier les forces de sécurité et de défense qui nous assistent dans les coins les plus reculés du territoire pour permettre de faire au moins ce que nous pouvons faire actuellement. D'accord. Donc c'est les cris de cœur et je n'oublierai pas de remercier, comme Madame le ministre le fait souvent, le ministre de l'économie et des finances pour son accompagnement aussi. D'accord, je rappelle que vous avez représenté sur ce plateau Madame le ministre des Transports et des Infrastructures qui a été empêchée, tout comme M. Goïta qui a représenté le ministre commissaire à la sécurité alimentaire qui est en déplacement aussi. Alors M. Goïta, vous allez nous dire l'appel pour la sécurité alimentaire. Bon, l'appel que nous lançons, c'est que nous savons que la sécurité alimentaire a 4 piliers. C'est que la disponibilité, l'accessibilité, l'utilisation et la stabilité. Et nous sommes en train de travailler pour que tous les Maliens, que l'alimentation soit disponible pour eux, accessible. On fait en sorte que ça soit utilisable dans de bonnes conditions. Et aussi qu'il y ait la stabilité. Et nous remercions également les forces de défense du Mali qui nous ont assistés tout au long de l'acheminement de nos céréales vers leurs bénéficiaires. D'accord. Oui. Monsieur le ministre des Sports va boucler ce débat avec un message à l'endroit du monde sportif et de tous les Maliens qui sont très fans du sport roi, le football. Le dernier mot vous appartient. Très fan et très passionné. Je suis très heureux et j'aimerais remercier les plus hautes autorités déjà pour la priorité donnée au sport. Actuellement dans le pays, nous le voyons vraiment très bien par rapport aux investissements qui sont faits dans le milieu sportif et surtout dans nos infrastructures. C'est pour rappeler qu'aujourd'hui, le sport, nous invitons vraiment tous les acteurs à s'impliquer davantage parce qu'en s'impliquant aujourd'hui, ça va aider à l'épanouissement de la jeunesse, à renforcer aujourd'hui les capacités de nos différentes équipes, de nos athlètes sur le terrain.
Et pour nous, cela est extrêmement important. Le sport, c'est également une motivation, une grande motivation pour la jeunesse de façon globale et même pour la population de façon globale. Pour terminer, je pense qu'il faudrait que de plus en plus, et je pense que c'est un message que je passe régulièrement lorsque je m'entretiens avec les fédérations et les acteurs du sport, le sport aujourd'hui, ça contribue énormément au développement de l'économie locale. Peu importe les activités que nous menons, qu'elles soient nationales, internationales, lorsque cela est organisé dans des conditions qu'il faut, ça contribue à l'économie locale pour la population et même au niveau de l'État également. Et je pense que ce sont des opportunités et nationales et internationales également pour nos joueurs, parce qu'ils peuvent aller jouer dans d'autres clubs, ils peuvent avoir d'autres types d'opportunités. Cela est important pour nous également. Et il ne faut pas oublier, le sport aussi, c'est un espace d'apprentissage. Nous avons des instituts aujourd'hui qui travaillent, qui évoluent et qui apprennent aux gens c'est quoi le sport, comment manager le sport. Parce que je le rappelle, on le dit en Bambara, Falugolo Nyenedje, mais aujourd'hui nous avons dépassé cela. Ça va au-delà de cela. C'est cela plus aujourd'hui que le sport, c'est aussi un business. Le sport, ça rapporte de l'argent. Le sport, c'est également un grand contributeur. Et voilà. Donc, c'est rappeler cela au monde sportif, qu'aujourd'hui, on doit pouvoir vivre du sport et ça doit également contribuer aujourd'hui aux recettes de l'État. Et c'est sur cela que nous sommes en train de travailler. Merci beaucoup. Merci. Il ne reste plus qu'à vous remercier d'avoir reçu ce plateau ce soir. Merci de votre attention. C'est donc tout pour ce numéro spécial questions d'actualité sur la visite du président de la transition, colonel Assimi Goïta à Sikasso, ce 22 juin 2024. 4 secteurs revitalisés, les transports, les sports, la sécurité alimentaire et l'éducation. Nos invités étaient donc le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, professeur Bourema Kansai, le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, Abdul Kassim Ibrahim Fomba, l'adjoint au commissaire à la sécurité alimentaire, Moussa Goïta, et le directeur général des routes, Cheikh Oumar Diallo. Nous espérons que vous avez eu un intérêt à suivre ce débat qui a été réalisé par Jakari Diakone Djaki. Aridou Matina m'a aidé à la coordination. Merci de votre attention. Bonne suite de programme sur ORTM 1. Bonsoir.